chapitre xi il avait lu dernièrement l'éloge d'une nouvelle méthode pour la cure des pieds-bots et comme il était partisan du progrès il conçut cette idée patriotique que yonville pour se mettre au niveau devait avoir des opérations de stréphopodia car disait-il à emma que risque-t-on examinez et il énumérait sur ses doigts les avantages de la tentative succès presque certain soulagement et embellissement du malade célébrité vite acquise à l'opérateur pourquoi votre mari par exemple ne voudrait-il pas débarrasser ce pauvre hippolyte du lion d'or notez qu'il ne manquerait pas de raconter sa guérison à tous les voyageurs et puis homais baissait la voix et regardait autour de lui qui donc m'empêcherait d'envoyer au journal une petite note là-dessus eh mon dieu un article circule on en parle cela finit par faire la boule de neige et qui sait en effet bovary pouvait réussir rien n'affirmait à emma qu'il ne fût pas habile et quelle satisfaction pour elle que de l'avoir engagé à une démarche d'où sa réputation et sa fortune se trouveraient accrues elle ne demandait qu'à s'appuyer sur quelque chose de plus solide que l'amour charles sollicité par l'apothicaire et par elle se laissa convaincre il fit venir de rouen le volume du docteur duval et tous les soirs se prenant la tête entre les mains il s'enfonçait dans cette lecture tandis qu'il étudiait les équins les varus et les valgus c'est-à-dire la stréphocatopodie la stréphendopodie et la stréphexopodie ou pour parler mieux les différentes déviations du pied soit en bas en dedans ou en dehors avec la stréphhypopodie et la stréphanopodie autrement dit torsion en dessous et redressement en haut m homais par toutes sortes de raisonnements exhortait le garçon d'auberge à se faire opérer à peine sentiras tu peut-être une légère douleur c'est une simple piqûre comme une petite saignée moins que l'extirpation de certains corps hippolyte réfléchissant roulait des yeux stupides du reste reprenait le pharmacien ça ne me regarde pas c'est pour toi par humanité pure je voudrais te voir mon ami débarrassé de ta hideuse claudication avec ce balancement de la région lombaire qui bien que tu prétendes le contraire doit te nuire considérablement dans l'exercice de ton métier alors homais lui représentait combien il se sentirait ensuite plus gaillard et plus ingambe et même lui donnait à entendre qu'il s'en trouverait mieux pour plaire aux femmes et le valet d'écurie se prenait à sourire lourdement puis il l'attaquait par la vanité n'es-tu pas un homme saperlotte que serait-ce donc s'il t'avait fallu servir aller combattre sous les drapeaux ah hippolyte et homais s'éloignait déclarant qu'il ne comprenait pas cet entêtement cet aveuglement à se refuser aux bienfaits de la science le malheureux céda car ce fut comme une conjuration binet qui ne se mêlait jamais des affaires d'autrui madame lefrançois artémise les voisins et jusqu'au maire m tuvache tout le monde l'engagea le sermonna lui faisait honte mais ce qui acheva de le décider c'est que ça ne lui coûterait rien bovary se chargeait même de fournir la machine pour l'opération emma avait eu l'idée de cette générosité et charles y consentit se disant au fond du coeur que sa femme était un ange avec les conseils du pharmacien et en recommençant 3 fois il fit donc construire par le menuisier aidé du serrurier une manière de boîte pesant 8 livres environ et où le fer le bois la tôle le cuir les vis et les écrous ne se trouvaient point épargnés cependant pour savoir quel tendon couper à hippolyte il fallait connaître d'abord quelle espèce de pied-bot il avait il avait un pied faisant avec la jambe une ligne presque droite ce qui ne l'empêchait pas d'être tourné en dedans de sorte que c'était un équin mêlé d'un peu de varus ou bien un léger varus fortement accusé d'équin mais avec cet équin large en effet comme un pied de cheval à peau rugueuse à tendons secs à gros orteils et où les ongles noirs figuraient les clous d'un fer le stréphopode
depuis le matin jusqu'à la nuit, galopait comme un cerf. On le voyait continuellement sur la place, sautiller tout autour des charrettes, en jetant en avant son support inégal. Il semblait même plus vigoureux de cette jambe-là que de l'autre. À force d'avoir servi, elle avait contracté comme des qualités morales de patience et d'énergie, et quand on lui donnait quelque gros ouvrage, il s'écorait dessus, préférablement. Or, puisque c'était un équin, il fallait couper le tendon d'Achille, quitte à s'en prendre plus tard au muscle tibial antérieur pour se débarrasser du varus. Car le médecin n'osait d'un seul coup risquer 2 opérations. Et même il tremblait déjà, dans la peur d'attaquer quelque région importante qu'il ne connaissait pas. Ni Ambroise Paré, appliquant pour la première fois depuis Cels, après 15 siècles d'intervalle, la ligature immédiate d'une artère, ni Dupuytren allant ouvrir un abcès à travers une couche épaisse d'encéphale, ni Gensoul, quand il fit la première ablation de maxillaire supérieur, n'avaient certes le coeur si palpitant, la main si frémissante, l'intellect aussi tendu que M. Bovary quand il approcha d'Hippolyte, son ténotome entre les doigts. Et, comme dans les hôpitaux, on voyait à côté, sur une table, un tas de charpies, des fils cirés, beaucoup de bandes, une pyramide de bandes, tout ce qu'il y avait de bandes chez l'apothicaire. C'était M. Homais qui avait organisé dès le matin tous ces préparatifs, autant pour éblouir la multitude que pour s'illusionner lui-même. Charles piqua la peau, on entendit un craquement sec. Le tendon était coupé, l'opération était finie. Hippolyte n'en revenait pas de surprise. Il se penchait sur les mains de Bovary pour les couvrir de baisers. « Allons, calme-toi, » disait l'apothicaire. « Tu témoigneras plus tard ta reconnaissance envers ton bienfaiteur. » Et il descendit conter le résultat à 5 ou 6 curieux qui stationnaient dans la cour et qui s'imaginaient qu'Hippolyte allait reparaître marchant droit. Puis Charles, ayant bouclé son malade dans le moteur mécanique, s'en retourna chez lui, où Emma, tout anxieuse, l'attendait sur la porte. Elle lui sauta au cou, ils se mirent à table. Il mangea beaucoup, et même il voulut, au dessert, prendre une tasse de café, débauche qu'il ne se permettait que le dimanche lorsqu'il y avait du monde. La soirée fut charmante, pleine de causeries, de rêves en commun. Ils parlèrent de leur fortune future, d'améliorations à introduire dans leur ménage. Il voyait sa considération s'étendant, son bien-être s'augmentant, sa femme l'aimant toujours. Et elle se trouvait heureuse de se rafraîchir dans un sentiment nouveau, plus sain, meilleur, enfin d'éprouver quelque tendresse pour ce pauvre garçon qui la chérissait. L'idée de Rodolphe, un moment, lui passa par la tête, mais ses yeux se reportèrent sur Charles. Elle remarqua même avec surprise qu'il n'avait point les dents vilaines. Ils étaient au lit lorsque M. Homais, malgré la cuisinière, entra tout à coup dans la chambre, en tenant à la main une feuille de papier fraîche écrite. C'était la réclame qu'il destinait au fanal de Rouen. Il la leur apportait à lire. « Lisez vous-même, » dit Bovary. Il lut. Malgré les préjugés qui recouvrent encore une partie de la face de l'Europe comme un réseau, la lumière cependant commence à pénétrer dans nos campagnes. C'est ainsi que, mardi, notre petite cité d'Yonville s'est vue le théâtre d'une expérience chirurgicale qui est en même temps un acte de haute philanthropie. M. Bovary, un de nos praticiens les plus distingués, ah, c'est trop, disait Charles, que l'émotion suffoquait. Mais non, pas du tout. Comment donc? A opéré d'un pied beau, je n'ai pas mis le terme scientifique, parce que, vous savez, dans un journal, tout le monde peut-être ne comprendrait pas. Il faut que les masses. En effet, dit Bovary, continuez. Je reprends, dit le pharmacien. Monsieur Bovary, un de nos praticiens les plus distingués, a opéré d'un pied beau le nommé Hippolyte Tautin, garçon d'écurie depuis 25 ans à l'hôtel du Lion d'Or, tenu par madame veuve Lefrançois, sur la place d'Armes. La nouveauté de la tentative et l'intérêt qui s'attachait au sujet avaient attiré un tel concours de population
qu'il y avait véritablement encombrement au seuil de l'établissement. L'opération, du reste, s'est pratiquée comme par enchantement, et à peine si quelques gouttes de sang sont venues sur la peau, comme pour dire que le tendon rebelle venait enfin de céder sous les efforts de l'art. Le malade, chose étrange, nous l'affirmons de visu, n'accusa point de douleur. Son état, jusqu'à présent, ne laisse rien à désirer. Tout porte à croire que la convalescence sera courte, et qui sait même si, à la prochaine fête villageoise, nous ne verrons pas notre brave Hippolyte figurer dans des danses bachiques au milieu d'un chœur de joyeux drilles, et ainsi prouver à tous les yeux, par sa verve et ses entrechats, sa complète guérison? Honneur donc aux savants généreux, honneur à ces esprits infatigables qui consacrent leur veille à l'amélioration ou bien au soulagement de leur espèce. Honneur, 3 fois honneur. N'est-ce pas le cas de s'écrier que les aveugles verront, les sourds entendront et les boiteux marcheront? Mais ce que le fanatisme autrefois promettait à ses élus, la science maintenant l'accomplit pour tous les hommes. Nous tiendrons nos lecteurs au courant des phases successives de cette cure si remarquable. Ce qui n'empêcha pas que, 5 jours après, la mère Lefrançois n'arrivât tout effarée en s'écriant: « Au secours! Il se meurt! J'en perds la tête! » Charles se précipita vers le Lion d'Or, et le pharmacien qui l'aperçut passant sur la place, sans chapeau, abandonna la pharmacie. Il parut lui-même, haletant, rouge, inquiet, et demandant à tous ceux qui montaient l'escalier: « Qu'a donc notre intéressant stréphopode ?» Il se tordait, le stréphopode, dans des convulsions atroces, si bien que le moteur mécanique où était enfermée sa jambe frappait contre la muraille à la défoncer. Avec beaucoup de précaution, pour ne pas déranger la position du membre, on retira donc la boîte, et l'on vit un spectacle affreux. Les formes du pied disparaissaient dans une telle bouffissure que la peau tout entière semblait près de se rompre, et elle était couverte d'ecchymoses occasionnées par la fameuse machine. Hippolyte, déjà, s'était plaint d'en souffrir. On y avait pris garde. Il fallut reconnaître qu'il n'avait pas eu tort complètement, et on le laissa libre quelques heures. Mais à peine l'œdème eut-il un peu disparu que les 2 savants jugèrent à propos de rétablir le membre dans l'appareil et en l'y serrant davantage pour accélérer les choses. Enfin, 3 jours après, Hippolyte n'y pouvant plus tenir, ils retirèrent une fois encore la mécanique, tout en s'étonnant beaucoup du résultat qu'ils aperçurent. Une tuméfaction s'étendait sur la jambe, et avec des phlyctènes de place en place, par où suintait un liquide noir. Cela prenait une tournure sérieuse. Hippolyte commençait à s'ennuyer, et la mère Lefrançois l'installa dans la petite salle, près de la cuisine, pour qu'il eût au moins quelque distraction. Mais le percepteur, qui tous les jours y dînait, se plaignit avec amertume d'un tel voisinage. Alors on transporta Hippolyte dans la salle de billard. Il était là, geignant sous ses grosses couvertures, pâle, la barbe longue, les yeux caves, et, de temps à autre, tournant sa tête en sueur sur le sale oreiller où s'abattaient les mouches. Madame Bovary le venait voir. Elle lui apportait des linges pour ses cataplasmes, et le consolait, l'encourageait. Du reste, il ne manquait pas de compagnie, les jours de marché surtout, lorsque les paysans autour de lui poussaient les billes du billard, escrimaient avec les queues, fumaient, buvaient, chantaient, braillaient. « Comment vas-tu » disait-il en lui frappant sur l'épaule. « Ah, tu n'es pas fier à ce qu'il paraît. Mais c'est ta faute. Il faudrait faire ceci, faire cela. » Et on lui racontait des histoires de gens qui avaient tous été guéris par d'autres remèdes que les siens. Puis, en manière de consolation, ils ajoutaient: « C'est que tu t'écoutes trop. Lève-toi donc. Tu te dorlotes comme un roi. Ah, n'importe, vieux farceur, tu ne sens pas bon. » La gangrène, en effet, montait de plus en plus. Bovary en était malade lui-même. Il venait à chaque heure, à tout moment. Hippolyte le regardait avec des yeux pleins d'épouvante et balbutiait en sanglotant: « Quand est-ce que je serai guéri? Ah, sauvez-moi!
que je suis malheureux, que je suis malheureux. Et le médecin s'en allait, toujours en lui recommandant la diète. Ne l'écoute point, mon garçon, reprenait la mère Lefrançois. Ils t'ont déjà bien assez martyrisé. Tu vas t'affaiblir encore. Tiens, avale. Et elle lui présentait quelques bons bouillons, quelques tranches de gigot, quelques morceaux de lard, et parfois des petits verres d'eau-de-vie qu'il n'avait pas le courage de porter à ses lèvres. L'abbé bournisien, apprenant qu'il empirait, fit demander à le voir. Il commença par le plaindre de son mal, tout en déclarant qu'il fallait s'en réjouir, puisque c'était la volonté du Seigneur, et profiter vite de l'occasion pour se réconcilier avec le ciel. Car, disait l'ecclésiastique d'un ton paterne, tu négligeais un peu tes devoirs, on te voyait rarement à l'office divin. Combien y a-t-il d'années que tu ne t'es approché de la sainte table? Je comprends que tes occupations, que le tourbillon du monde aient pu t'écarter du soin de ton salut, mais à présent, c'est l'heure d'y réfléchir. Ne désespère pas, cependant. J'ai connu de grands coupables qui, près de comparaître devant Dieu, tu n'en es point encore là, je le sais bien, avaient imploré sa miséricorde et qui certainement sont morts dans les meilleures dispositions. Espérons que, tout comme eux, tu nous donneras de bons exemples. Ainsi, par précaution, qui donc t'empêcherait de réciter matin et soir un Je vous salue Marie pleine de grâce et un Notre Père qui êtes aux cieux? Oui, fais cela, pour moi, pour m'obliger. Qu'est-ce que ça coûte? Me le promets-tu? Le pauvre diable promit. Le curé revint les jours suivants. Il causait avec l'aubergiste et même racontait des anecdotes entremêlées de plaisanteries, de calembours qu'Hippolyte ne comprenait pas. Puis, dès que la circonstance le permettait, il retombait sur les matières de religion en prenant une figure convenable. Son zèle parut réussir, car bientôt le stréphopode témoigna l'envie d'aller en pèlerinage à Bon-Secours s'il se guérissait. À quoi M. Bournisien répondit qu'il ne voyait pas d'inconvénient. Deux précautions valaient mieux qu'une. On ne risquait rien. L'apothicaire s'indigna contre ce qu'il appelait les manoeuvres du prêtre. Elles nuisaient, prétendait-il, à la convalescence d'Hippolyte, et il répétait à madame Lefrançois: laissez-le, laissez-le, vous lui perturbez le moral avec votre mysticisme. Mais la bonne femme ne voulait plus l'entendre. Il était la cause de tout. Par esprit de contradiction, elle accrocha même au chevet du malade un bénitier tout plein, avec une branche de buis. Cependant la religion pas plus que la chirurgie ne paraissait le secourir, et l'invincible pourriture allant montant toujours des extrémités vers le ventre. On avait beau varier les potions et changer les cataplasmes, les muscles chaque jour se décollaient davantage, et enfin Charles répondit par un signe de tête affirmatif quand la mère Lefrançois lui demanda si elle ne pourrait point, en désespoir de cause, faire venir m canivet de neufchâtel, qui était une célébrité. Docteur en médecine, âgé de 50 ans, jouissant d'une bonne position et sûr de lui-même, le confrère ne se gêna pas pour rire dédaigneusement lorsqu'il découvrit cette jambe gangrenée jusqu'au genou. Puis, ayant déclaré net qu'il la fallait amputer, il s'en alla chez le pharmacien déblatérer contre les ânes qui avaient pu réduire un malheureux homme en un tel état. Secouant m homais par le bouton de sa redingote, il vociférait dans la pharmacie: ce sont là des inventions de Paris. Voilà les idées de ces messieurs de la capitale. C'est comme le strabisme, le chloroforme et la lithotricie. Un tas de monstruosités que le gouvernement devrait défendre. Mais on veut faire le malin et l'on vous fourre des remèdes sans s'inquiéter des conséquences. Nous ne sommes pas si forts que cela, nous autres. Nous ne sommes pas des savants, des mirliflores, des jolis coeurs. Nous sommes des praticiens, des guérisseurs, et nous n'imaginerions pas d'opérer quelqu'un qui se porte à merveille. Redresser des pieds-bots. Est-ce qu'on peut redresser les pieds-bots? C'est comme si l'on voulait, par exemple, rendre droit un bossu. Homais souffrait en écoutant ce discours, et il dissimulait son malaise sous un sourire de courtisan ayant besoin de ménager m canivet, dont les ordonnances quelquefois arrivaient jusqu'à yonville. Aussi ne prit-il pas la défense de bovary, ne fit-il même aucune observation, et, abandonnant ses principes,
il sacrifia sa dignité aux intérêts plus sérieux de son négoce. Ce fut dans le village un événement considérable que cette amputation de cuisse par le docteur Canivet. Tous les habitants, ce jour-là, s'étaient levés de meilleure heure, et la grande rue, bien que pleine de monde, avait quelque chose de lugubre, comme s'il se fût agi d'une exécution capitale. On discutait chez l'épicier sur la maladie d'Hippolyte, les boutiques ne vendaient rien, et madame tuvache, la femme du maire, ne bougeait pas de sa fenêtre, par l'impatience où elle était de voir venir l'opérateur. Il arriva dans son cabriolet, qu'il conduisait lui-même. Mais, le ressort du côté droit s'étant à la longue affaissé sous le poids de sa corpulence, il se faisait que la voiture penchait un peu tout en allant, et l'on apercevait sur l'autre coussin près de lui une vaste boîte, recouverte de basane rouge, dont les 3 fermoirs de cuivre brillaient magistralement. Quand il fut entré comme un tourbillon sous le porche du lion d'or, le docteur, criant très haut, ordonna de dételer son cheval, puis il alla dans l'écurie voir s'il mangeait bien l'avoine, car, en arrivant chez ses malades, il s'occupait d'abord de sa jument et de son cabriolet. On disait même à ce propos: ah, monsieur Canivet, c'est un original, et on l'estimait davantage pour cet inébranlable aplomb. L'univers aurait pu crever jusqu'au dernier homme qu'il n'eût pas failli à la moindre de ses habitudes. Homais se présenta. Je compte sur vous, fit le docteur. Sommes-nous prêts? En marche. Mais l'apothicaire, en rougissant, avoua qu'il était trop sensible pour assister à une pareille opération. Quand on est simple spectateur, disait-il, l'imagination, vous savez, se frappe. Et puis j'ai le système nerveux tellement... Ah bah, interrompit Canivet, vous me paraissez, au contraire, porté à l'apoplexie. Et d'ailleurs, cela ne m'étonne pas. Car vous autres, messieurs les pharmaciens, vous êtes continuellement fourrés dans votre cuisine, ce qui doit finir par altérer votre tempérament. Regardez-moi plutôt. Tous les jours, je me lève à 4 heures, je fais ma barbe à l'eau froide, je n'ai jamais froid, et je ne porte pas de flanelle, je n'attrape aucun rhume, le coffre est bon. Je vis tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, en philosophe, au hasard de la fourchette. C'est pourquoi je ne suis point délicat comme vous, et il m'est aussi parfaitement égal de découper un chrétien que la première volaille venue. Après ça, direz-vous, l'habitude, l'habitude. Alors, sans aucun égard pour Hippolyte, qui suait d'angoisse entre ses draps, ces messieurs engagèrent une conversation où l'apothicaire compara le sang-froid d'un chirurgien à celui d'un général, et ce rapprochement fut agréable à Canivet, qui se répandit en paroles sur les exigences de son art. Il le considérait comme un sacerdoce, bien que les officiers de santé le déshonorassent. Enfin, revenant au malade, il examina les bandes apportées par Homais, les mêmes qui avaient comparu lors du pied-bot, et demanda quelqu'un pour lui tenir le membre. On envoya chercher lestiboudois, et m Canivet, ayant retroussé ses manches, passa dans la salle de billard, tandis que l'apothicaire restait avec Artémise et l'aubergiste, plus pâles toutes les deux que leur tablier, et l'oreille tendue contre la porte. Bovary, pendant ce temps-là, n'osait bouger de sa maison. Il se tenait en bas, dans la salle, assis au coin de la cheminée sans feu, le menton sur sa poitrine, les mains jointes, les yeux fixes. Quelle mésaventure, pensait-il, quel désappointement! Il avait pris pourtant toutes les précautions imaginables. La fatalité s'en était mêlée. N'importe. Si Hippolyte plus tard venait à mourir, c'est lui qui l'aurait assassiné. Et puis, quelle raison donnerait-il dans les visites, quand on l'interrogerait? Peut-être, cependant, s'était-il trompé en quelque chose? Il cherchait, ne trouvait pas. Mais les plus fameux chirurgiens se trompaient bien. Voilà ce qu'on ne voudrait jamais croire. On allait rire, au contraire, clabauder. Cela se répandrait jusqu'à Forges, jusqu'à Neufchâtel, jusqu'à Rouen, partout. Qui sait si des confrères n'écriraient pas contre lui? Une polémique s'ensuivrait, il faudrait répondre dans les journaux. Hippolyte même pouvait lui faire un procès. Il se voyait déshonoré, ruiné, perdu, et son imagination,
assaillie par une multitude d'hypothèses, ballottait au milieu d'elles comme un tonneau vide emporté à la mer et qui roule sur les flots. Emma, en face de lui, le regardait. Elle ne partageait pas son humiliation, elle en éprouvait une autre. C'était de s'être imaginé qu'un pareil homme pût valoir quelque chose, comme si 20 fois déjà elle n'avait pas suffisamment aperçu sa médiocrité. Charles se promenait de long en large dans la chambre. Ses bottes craquaient sur le parquet. Assieds-toi, dit-elle, tu m'agaces. Il se rassit. Comment donc avait-elle fait, elle qui était si intelligente, pour se méprendre encore une fois? Du reste, par quelle déplorable manie avoir ainsi abîmé son existence en sacrifices continuels? Elle se rappela tous ses instincts de luxe, toutes les privations de son âme, les bassesses du mariage, du ménage, ses rêves tombant dans la boue comme des hirondelles blessées, tout ce qu'elle avait désiré, tout ce qu'elle s'était refusé, tout ce qu'elle aurait pu avoir. Et pourquoi? Pourquoi? Au milieu du silence qui emplissait le village, un cri déchirant traversa l'air. Bovary devint pâle à s'évanouir. Elle fronça les sourcils d'un geste nerveux, puis continua. C'était pour lui, cependant, pour cet être, pour cet homme qui ne comprenait rien, qui ne sentait rien. Car il était là, tout tranquillement, et sans même se douter que le ridicule de son nom allait désormais la salir comme lui. Elle avait fait des efforts pour l'aimer, et elle s'était repentie en pleurant d'avoir cédé à un autre. Mais c'était peut-être un valgus, s'exclama soudain Bovary, qui méditait. Au choc imprévu de cette phrase, tombant sur sa pensée comme une balle de plomb dans un plat d'argent, Emma tressaillant leva la tête pour deviner ce qu'il voulait dire, et ils se regardèrent silencieusement, presque ébahis de se voir, tant ils étaient par leur conscience éloignés l'un de l'autre. Charles la considérait avec le regard trouble d'un homme ivre, tout en écoutant, immobile, les derniers cris de l'amputé qui se suivaient en modulations traînantes, coupées de saccades aiguës, comme le hurlement lointain de quelque bête qu'on égorge. Emma mordait ses lèvres blêmes et, roulant entre ses doigts un des brins du polypier qu'elle avait cassé, elle fixait sur Charles la pointe ardente de ses prunelles, comme deux flèches de feu prêtes à partir. Tout en lui l'irritait maintenant, sa figure, son costume, ce qu'il ne disait pas, sa personne entière, son existence enfin. Elle se repentait comme d'un crime, de sa vertu passée, et ce qui en restait encore s'écroulait sous les coups furieux de son orgueil. Elle se délectait dans toutes les ironies mauvaises de l'adultère triomphant. Le souvenir de son amant revenait à elle avec des attractions vertigineuses. Elle y jetait son âme, emportée vers cette image par un enthousiasme nouveau. Et Charles lui semblait aussi détaché de sa vie, aussi absent pour toujours, aussi impossible et anéanti, que s'il allait mourir et qu'il eût agonisé sous ses yeux. Il se fit un bruit de pas sur le trottoir. Charles regarda, et, à travers la jalousie baissée, il aperçut au bord des halles, en plein soleil, le docteur Canivet qui s'essuyait le front avec son foulard. Homais, derrière lui, portait à la main une grande boîte rouge, et ils se dirigeaient tous les deux du côté de la pharmacie. Alors, par tendresse subite et découragement, Charles se tourna vers sa femme en lui disant « Embrasse-moi donc, ma bonne. »« Laisse-moi, » fit-elle, toute rouge de colère. « Qu'as-tu? Qu'as-tu » répétait-il stupéfait. « Calme-toi, reprends-toi. Tu sais bien que je t'aime. Viens. »« Assez !» s'écria-t-elle d'un air terrible. Et s'échappant de la salle, Emma ferma la porte si fort que le baromètre bondit de la muraille et s'écrasa par terre. Charles s'affaissa dans son fauteuil, bouleversé, cherchant ce qu'elle pouvait avoir, imaginant une maladie nerveuse, pleurant et sentant vaguement circuler autour de lui quelque chose de funeste et d'incompréhensible. Quand Rodolphe, le soir, arriva dans le jardin, il trouva sa maîtresse qui l'attendait au bas du perron, sur la première marche.
ils s'étreignirent et toute leur rancune se fondit comme une neige sous la chaleur de ce baiser. Chapitre 11. De Madame Bovary par Gustave Flaubert. Ils recommencèrent à s'aimer. Souvent même, au milieu de la journée, Emma lui écrivait tout à coup. Puis, à travers les carreaux, faisait un signe à Justin, qui, dénouant vite sa serpillière, s'envolait à la huchette. Rodolphe arrivait. C'était pour lui dire qu'elle s'ennuyait, que son mari était odieux et son existence affreuse. est-ce que j'y peux quelque chose s'écria-t-il un jour impatienté. Ah, si tu voulais. Elle était assise par terre, entre ses genoux, les bandeaux dénoués, le regard perdu. Quoi donc fit rodolphe. Elle soupira. Nous irions vivre ailleurs, quelque part. Tu es folle, vraiment, dit-il en riant. Est-ce possible? Elle revint là-dessus. Il eut l'air de ne pas comprendre et détourna la conversation. Ce qu'il ne comprenait pas, c'était tout ce trouble dans une chose aussi simple que l'amour. Elle avait un motif, une raison, et comme un auxiliaire à son attachement. Cette tendresse, en effet, chaque jour s'accroissait davantage sous la répulsion du mari. Plus elle se livrait à l'un, plus elle exécrait l'autre. Jamais Charles ne lui paraissait aussi désagréable, avoir les doigts aussi carrés, l'esprit aussi lourd, les façons si communes qu'après ses rendez-vous avec rodolphe, quand ils se trouvaient ensemble. Alors, tout en faisant l'épouse et la vertueuse, elle s'enflammait à l'idée de cette tête dont les cheveux noirs se tournaient en une boucle vers le front hâlé, de cette taille à la fois si robuste et si élégante, de cet homme enfin qui possédait tant d'expérience dans la raison, tant d'emportement dans le désir. C'était pour lui qu'elle se limait les ongles avec un soin de ciseleur, et qu'il n'y avait jamais assez de cold cream sur sa peau, ni de patchouli dans ses mouchoirs. Elle se chargeait de bracelets, de bagues, de colliers. Quand il devait venir, elle emplissait de roses ses 2 grands vases de verre bleu et disposait son appartement et sa personne comme une courtisane qui attend un prince. Il fallait que la domestique fût sans cesse à blanchir du linge. Et, de toute la journée, félicité ne bougeait de la cuisine, où le petit Justin, qui souvent lui tenait compagnie, la regardait travailler. Le coude sur la longue planche où elle repassait, il considérait avidement toutes ces affaires de femme étalées autour de lui. Les jupons de basin, les fichus, les collerettes, et les pantalons à coulisse, vastes de hanches et qui se rétrécissaient par le bas. À quoi cela sert-il? demandait le jeune garçon en passant sa main sur la crinoline ou les agrafes. Tu n'as donc jamais rien vu? répondait en riant Félicité. Comme si ta patronne, madame homais, n'en portait pas de pareils. Oh bien oui, madame homais. Et il ajoutait d'un ton méditatif. Est-ce que c'est une dame comme madame? Mais Félicité s'impatientait de le voir tourner ainsi tout autour d'elle. Elle avait 6 ans de plus, et Théodore, le domestique de m guillaumin, commençait à lui faire la cour. Laisse-moi tranquille, disait-elle en déplaçant son pot d'empois. Va-t'en plutôt piler des amandes. Tu es toujours à fourrager du côté des femmes. Attends pour te mêler de ça, méchant mioche, que tu aies de la barbe au menton. Allons, ne vous fâchez pas, je m'en vais vous faire ces bottines. Et aussitôt, il atteignait sur le chambranle les chaussures d'emma, tout empâtées de crotte, la crotte des rendez-vous, qui se détachait en poudre sous ses doigts et qu'il regardait monter doucement dans un rayon de soleil. Comme tu as peur de les abîmer, disait la cuisinière, qui n'y mettait pas tant de façon quand elle les nettoyait elle-même, parce que madame, dès que l'étoffe n'était plus fraîche, les lui abandonnait. Emma en avait une quantité dans son armoire et qu'elle gaspillait à mesure,
sans que jamais Charles se permît la moindre observation. C'est ainsi qu'il déboursa 300 francs pour une jambe de bois dont elle jugea convenable de faire cadeau à Hippolyte. Le pilon en était garni de liège, et il y avait des articulations à ressort, une mécanique compliquée recouverte d'un pantalon noir que terminait une botte vernie. Mais Hippolyte, n'osant à tous les jours se servir d'une si belle jambe, supplia madame bovary de lui en procurer une autre plus commode. Le médecin, bien entendu, fit encore les frais de cette acquisition. Donc le garçon d'écurie peu à peu recommença son métier. On le voyait comme autrefois parcourir le village, et quand Charles entendait de loin, sur les pavés, le bruit sec de son bâton, il prenait bien vite une autre route. C'était m lheureux, le marchand, qui s'était chargé de la commande. Cela lui fournit l'occasion de fréquenter emma. Il causait avec elle des nouveaux déballages de paris, de 1000 curiosités féminines, se montrait fort complaisant et jamais ne réclamait d'argent. Emma s'abandonnait à cette facilité de satisfaire tous ses caprices. Ainsi elle voulut avoir, pour la donner à rodolphe, une fort belle cravache qui se trouvait à rouen dans un magasin de parapluies. m lheureux, la semaine d'après, la lui posa sur sa table. Mais le lendemain il se présenta chez elle avec une facture de 270 francs, sans compter les centimes. Emma fut très embarrassée. Tous les tiroirs du secrétaire étaient vides. On devait plus de 15 jours à lestiboudois, 2 trimestres à la servante, quantité d'autres choses encore, et bovary attendait impatiemment l'envoi de m derozerays, qui avait coutume, chaque année, de le payer vers la Saint-Pierre. Elle réussit d'abord à éconduire lheureux. Enfin il perdit patience. On le poursuivait, ses capitaux étaient absents, et, s'il ne rentrait dans quelques-uns, il serait forcé de lui reprendre toutes les marchandises qu'elle avait. eh reprenez-les dit emma. oh c'est pour rire répliqua-t-il. Seulement je ne regrette que la cravache. Ma foi, je la redemanderai à monsieur. non non fit-elle. ah je te tiens pensa lheureux. Et, sûr de sa découverte, il sortit en répétant à demi-voix et avec son petit sifflement habituel: soit, nous verrons, nous verrons. Elle rêvait comment se tirer de là, quand la cuisinière entrant déposa sur la cheminée un petit rouleau de papier bleu de la part de m derozerays. emma sauta dessus, l'ouvrit. Il y avait 15 napoléons. C'était le compte. Elle entendit charles dans l'escalier. Elle jeta l'or au fond de son tiroir et prit la clef. 3 jours après lheureux reparut. j'ai un arrangement à vous proposer dit-il. si au lieu de la somme convenue vous vouliez prendre, la voilà, fit-elle en lui plaçant dans la main 14 napoléons. Le marchand fut stupéfait. Alors pour dissimuler son désappointement il se répandit en excuses et en offres de service qu'emma refusa toutes. Puis elle resta quelques minutes palpant dans la poche de son tablier les 2 pièces de 100 sous qu'il lui avait rendues. Elle se promettait d'économiser, afin de rendre plus tard. ah bah songea-t-elle, il n'y pensera plus. Outre la cravache à pommeau de vermeil, rodolphe avait reçu un cachet avec cette devise: amor nel cor. De plus, une écharpe pour se faire un cache-nez, et enfin un porte-cigares tout pareil à celui du vicomte, que charles avait autrefois ramassé sur la route et qu'emma conservait. Cependant ces cadeaux l'humiliaient. Il en refusa plusieurs. Elle insista, et rodolphe finit par obéir, la trouvant tyrannique et trop envahissante. Puis elle avait d'étranges idées. quand minuit sonnera, disait-elle, tu penseras à moi. Et, s'il avouait n'y avoir point songé, c'étaient des reproches en abondance et qui se terminaient toujours par l'éternel mot: m'aimes-tu? mais oui, je t'aime, répondait-il. beaucoup? certainement. tu n'en as pas aimé d'autres, hein? crois-tu m'avoir pris vierge? exclamait-il en riant. emma pleurait et il s'efforçait de la consoler
enjolivant de calembours ses protestations. oh c'est que je t'aime reprenait-elle, je t'aime à ne pouvoir me passer de toi sais-tu bien j'ai quelquefois des envies de te revoir où toutes les colères de l'amour me déchirent je me demande où est-il peut-être il parle à d'autres femmes elle lui sourit il s'approche oh non n'est-ce pas aucune ne te plaît il y en a de plus belles mais moi je sais mieux aimer je suis ta servante et ta concubine tu es mon roi mon idole tu es bon tu es beau tu es intelligent tu es fort il s'était tant de fois entendu dire ces choses qu'elles n'avaient pour lui rien d'original emma ressemblait à toutes les maîtresses et le charme de la nouveauté peu à peu tombant comme un vêtement laissait voir à nu l'éternelle monotonie de la passion qui a toujours les mêmes formes et le même langage il ne distinguait pas cet homme si plein de pratique la dissemblance des sentiments sous la parité des expressions parce que des lèvres libertines ou vénales lui avaient murmuré des phrases pareilles il ne croyait que faiblement à la candeur de celle-là on en devait rabattre pensait-il les discours exagérés cachant les affections médiocres comme si la plénitude de l'âme ne débordait pas quelquefois par les métaphores les plus vides puisque personne jamais ne peut donner l'exacte mesure de ses besoins ni de ses conceptions ni de ses douleurs et que la parole humaine est comme un chaudron fêlé où nous battons des mélodies à faire danser les ours quand on voudrait attendrir les étoiles mais avec cette supériorité de critique appartenant à celui qui dans n'importe quel engagement se tient en arrière rodolphe aperçut en cet amour d'autres jouissances à exploiter il jugea toute pudeur incommode il la traita sans façon il en fit quelque chose de souple et de corrompu c'était une sorte d'attachement idiot plein d'admiration pour lui de volupté pour elle une béatitude qui l'engourdissait et son âme s'enfonçait en cette ivresse et s'y noyait ratatinée comme le duc de clarence dans son tonneau de malvoisie par l'effet seul de ses habitudes amoureuses madame bovary changea d'allure ses regards devinrent plus hardis ses discours plus libres elle eut même l'inconvenance de se promener avec m rodolphe une cigarette à la bouche comme pour narguer le monde enfin ceux qui doutaient encore ne doutèrent plus quand on la vit un jour descendre de l'hirondelle la taille serrée dans un gilet à la façon d'un homme et madame bovary mère qui après une épouvantable scène avec son mari était venue se réfugier chez son fils ne fut pas la bourgeoise la moins scandalisée bien d'autres choses lui déplurent d'abord charles n'avait point écouté ses conseils pour l'interdiction des romans puis le genre de la maison lui déplaisait elle se permit des observations et l'on se fâcha une fois surtout à propos de félicité madame bovary mère la veille au soir en traversant le corridor l'avait surprise dans la compagnie d'un homme à collier brun d'environ 40 ans et qui au bruit de ses pas s'était vite échappé de la cuisine alors emma se prit à rire mais la bonne dame s'emporta déclarant qu'à moins de se moquer des moeurs on devait surveiller celles des domestiques de quel monde êtes-vous dit la bru avec un regard tellement impertinent que madame bovary lui demanda si elle ne défendait point sa propre cause sortez fit la jeune femme se levant d'un bond emma maman s'écriait charles pour les rapatrier mais elles s'étaient enfuies toutes les deux dans leur exaspération emma trépignait en répétant ah quel savoir-vivre quelle paysanne il courut à sa mère elle était hors des gonds elle balbutiait c'est une insolente une évaporée pire peut-être et elle voulait partir immédiatement si l'autre ne venait lui faire des excuses charles retourna donc vers sa femme et la conjura de céder il se mit à genoux elle finit par répondre soit j'y vais en effet elle tendit la main à sa belle-mère avec une dignité de marquise
en lui disant excusez-moi madame. Puis remontée chez elle, emma se jeta tout à plat ventre sur son lit et elle y pleura comme un enfant, la tête enfoncée dans l'oreiller. ils étaient convenus, elle et rodolphe, qu'en cas d'événement extraordinaire elle attacherait à la persienne un petit chiffon de papier blanc afin que si par hasard il se trouvait à yonville il accourût dans la ruelle derrière la maison. emma fit le signal. elle attendait depuis trois quarts d'heure quand tout à coup elle aperçut rodolphe au coin des halles. elle fut tentée d'ouvrir la fenêtre, de l'appeler, mais déjà il avait disparu. elle retomba désespérée. bientôt pourtant il lui sembla que l'on marchait sur le trottoir. c'était lui sans doute. elle descendit l'escalier, traversa la cour. il était là, dehors. elle se jeta dans ses bras. prends donc garde, dit-il. ah si tu savais, reprit-elle. et elle se mit à lui raconter tout à la hâte, sans suite, exagérant les faits, en inventant plusieurs, et prodiguant les parenthèses si abondamment qu'il n'y comprenait rien. allons mon pauvre ange, du courage, console-toi, patience. mais voilà 4 ans que je patiente et que je souffre. un amour comme le nôtre devrait s'avouer à la face du ciel. ils sont à me torturer, je n'y tiens plus, sauve-moi. elle se serrait contre rodolphe. ses yeux pleins de larmes étincelaient comme des flammes sous l'onde. sa gorge haletait à coups rapides. jamais il ne l'avait tant aimée, si bien qu'il en perdit la tête et qu'il lui dit que faut-il faire, que veux-tu? emmène-moi, s'écria-t-elle, enlève-moi, oh je t'en supplie. et elle se précipita sur sa bouche comme pour y saisir le consentement inattendu qui s'en exhalait dans un baiser. mais reprit rodolphe, quoi donc? et ta fille? elle réfléchit quelques minutes puis répondit nous la prendrons tant pis. quelle femme, se dit-il en la regardant s'éloigner. car elle venait de s'échapper dans le jardin. on l'appelait. la mère bovary les jours suivants fut très étonnée de la métamorphose de sa bru. en effet emma se montra plus docile et même poussa la déférence jusqu'à lui demander une recette pour faire mariner des cornichons. était-ce afin de les mieux duper l'un et l'autre, ou bien voulait-elle, par une sorte de stoïcisme voluptueux, sentir plus profondément l'amertume des choses qu'elle allait abandonner? mais elle n'y prenait garde, au contraire. elle vivait comme perdue dans la dégustation anticipée de son bonheur prochain. c'était avec rodolphe un éternel sujet de causerie. elle s'appuyait sur son épaule, elle murmurait hein, quand nous serons dans la malle-poste y songes-tu? est-ce possible? il me semble qu'au moment où je sentirai la voiture s'élancer ce sera comme si nous montions en ballon, comme si nous partions vers les nuages. sais-tu que je compte les jours? et toi? jamais madame bovary ne fut aussi belle qu'à cette époque. elle avait cette indéfinissable beauté qui résulte de la joie, de l'enthousiasme, du succès, et qui n'est que l'harmonie du tempérament avec les circonstances. ses convoitises, ses chagrins, l'expérience du plaisir et ses illusions toujours jeunes, comme font aux fleurs le fumier, la pluie, les vents et le soleil, l'avaient par gradations développée, et elle s'épanouissait enfin dans la plénitude de sa nature. ses paupières semblaient taillées tout exprès pour ces longs regards amoureux où la prunelle se perdait, tandis qu'un souffle fort écartait ses narines minces et relevait le coin charnu de ses lèvres qu'ombrageait à la lumière un peu de duvet noir. on eût dit qu'un artiste habile en corruption avait disposé sur sa nuque la torsade de ses cheveux. ils s'enroulaient en une masse lourde négligemment et selon les hasards de l'adultère qui les dénouait tous les jours. sa voix maintenant prenait des inflexions plus molles, sa taille aussi. quelque chose de subtil qui vous pénétrait se dégageait même des draperies de sa robe et de la cambrure de son pied.
charles comme au premier temps de son mariage la trouvait délicieuse et tout irrésistible quand il rentrait au milieu de la nuit il n'osait pas la réveiller la veilleuse de porcelaine arrondissait au plafond une clarté tremblante et les rideaux fermés du petit berceau faisaient comme une hutte blanche qui se bombait dans l'ombre au bord du lit charles les regardait il croyait entendre l'haleine légère de son enfant elle allait grandir maintenant chaque saison vite amènerait un progrès il la voyait déjà revenant de l'école à la tombée du jour toute rieuse avec sa brassière tachée d'encre et portant au bras son panier puis il faudrait la mettre en pension cela coûterait beaucoup comment faire alors il réfléchissait il pensait à louer une petite ferme aux environs et qu'il surveillerait lui-même tous les matins en allant voir ses malades il en économiserait le revenu il le placerait à la caisse d'épargne ensuite il achèterait des actions quelque part n'importe où d'ailleurs la clientèle augmenterait il y comptait car il voulait que berthe fût bien élevée qu'elle eût des talents qu'elle apprît le piano oh qu'elle serait jolie plus tard à 15 ans quand ressemblant à sa mère elle porterait comme elle dans l'été de grands chapeaux de paille on les prendrait de loin pour les deux soeurs il se la figurait travaillant le soir auprès d'eux sous la lumière de la lampe elle lui broderait des pantoufles elle s'occuperait du ménage elle emplirait toute la maison de sa gentillesse et de sa gaieté enfin il songerait à son établissement on lui trouverait quelque brave garçon ayant un état solide il la rendrait heureuse cela durerait toujours emma ne dormait pas elle faisait semblant d'être endormie et tandis qu'il s'assoupissait à ses côtés elle se réveillait en d'autres rêves au galop de 4 chevaux elle était emportée depuis 8 jours vers un pays nouveau d'où ils ne reviendraient plus ils allaient les bras enlacés sans parler souvent du haut d'une montagne ils apercevaient tout à coup quelque cité splendide avec des dômes des ponts des navires des forêts de citronniers et des cathédrales de marbre blanc dont les clochers aigus portaient des nids de cigognes on marchait au pas à cause des grandes dalles et il y avait par terre des bouquets de fleurs que vous offraient des femmes habillées en corsets rouges on entendait sonner des cloches hennir les mulets avec le murmure des guitares et le bruit des fontaines dont la vapeur s'envolant rafraîchissait des tas de fruits disposés en pyramide au pied des statues pâles qui souriaient sous les jets d'eau et puis ils arrivaient un soir dans un village de pêcheurs où des filets bruns séchaient au vent le long de la falaise et des cabanes c'est là qu'ils s'arrêteraient pour vivre ils habiteraient une maison basse à toit plat ombragée d'un palmier au bord d'un golfe au bord de la mer ils se promèneraient en gondole ils se balanceraient en hamac et leur existence serait facile et large comme leurs vêtements de soie toute chaude et étoilée comme les nuits douces qu'ils contempleraient cependant sur l'immensité de cet avenir qu'elle se faisait apparaître rien de particulier ne surgissait les jours tous magnifiques se ressemblaient comme des flots et cela se balançait à l'horizon infini harmonieux bleuâtre et couvert de soleil mais l'enfant se mettait à tousser dans son berceau ou bien bovary ronflait plus fort et emma ne s'endormait que le matin quand l'aube blanchissait les carreaux et que déjà le petit justin sur la place ouvrait les auvents de la pharmacie elle avait fait venir m lheureux et lui avait dit j'aurai besoin d'un manteau un grand manteau à longs collet doublé vous partez en voyage demanda-t-il non mais n'importe je compte sur vous n'est-ce pas et vivement il s'inclina il me faudrait encore reprit-elle une caisse pas trop lourde commode oui oui j'entends de 92 centimètres environ sur 50 comme on les fait à présent
avec un sac de nuit. Décidément, pensa lheureux, il y a du grabuge là-dessous. Et tenez, dit madame bovary en tirant sa montre de sa ceinture, prenez cela, vous vous payerez dessus. Mais le marchand s'écria qu'elle avait tort. Ils se connaissaient. Est-ce qu'il doutait d'elle? Quel enfantillage! Elle insista cependant pour qu'il prît au moins la chaîne, et déjà lheureux l'avait mise dans sa poche et s'en allait, quand elle le rappela. Vous laisserez tout chez vous. Quant au manteau, elle eut l'air de réfléchir, ne l'apportez pas non plus. Seulement, vous me donnerez l'adresse de l'ouvrier et avertirez qu'on le tienne à ma disposition. C'était le mois prochain qu'il devait s'enfuir. Elle partirait d'Yonville comme pour aller faire des commissions à Rouen. Rodolphe aurait retenu les places, pris des passeports, et même écrit à Paris, afin d'avoir la malle entière jusqu'à Marseille, où ils achèteraient une calèche et, de là, continueraient sans s'arrêter, par la route de Gênes. Elle aurait eu soin d'envoyer chez lheureux son bagage, qui serait directement porté à l'hirondelle, de manière que personne ainsi n'aurait de soupçons. Et dans tout cela, jamais il n'était question de son enfant. Rodolphe évitait d'en parler, peut-être qu'elle n'y pensait pas. Il voulut avoir encore 2 semaines devant lui pour terminer quelques dispositions. Puis, au bout de 8 jours, il en demanda 15 autres. Puis il se dit malade. Ensuite il fit un voyage. Le mois d'août se passa, et, après tous ces retards, ils arrêtèrent que ce serait irrévocablement pour le 4 septembre, un lundi. Enfin le samedi, l'avant-veille, arriva. Rodolphe vint le soir, plus tôt que de coutume. Tout est-il prêt? Lui demanda-t-elle. Oui. Alors ils firent le tour d'une plate-bande et allèrent s'asseoir près de la terrasse, sur la margelle du mur. Tu es triste? dit Emma. Non, pourquoi? Et cependant il la regardait singulièrement, d'une façon tendre. Est-ce de t'en aller? reprit-elle. De quitter tes affections, ta vie? Ah, je comprends. Mais moi, je n'ai rien au monde. Tu es tout pour moi. Aussi je serai tout pour toi. Je te serai une famille, une patrie. Je te soignerai, je t'aimerai. Que tu es charmante, dit-il en la saisissant dans ses bras. Vrai? fit-elle avec un rire de volupté. M'aimes-tu? Jure-le donc. Si je t'aime, si je t'aime. Mais je t'adore, mon amour. La lune, toute ronde et couleur de pourpre, se levait à ras de terre au fond de la prairie. Elle montait vite entre les branches des peupliers, qui la cachaient de place en place, comme un rideau noir, troué. Puis elle parut, éclatante de blancheur, dans le ciel vide qu'elle éclairait. Et alors, se ralentissant, elle laissa tomber sur la rivière une grande tache qui faisait une infinité d'étoiles. Et cette lueur d'argent semblait s'y tordre jusqu'au fond à la manière d'un serpent sans tête couvert d'écailles lumineuses. Cela ressemblait aussi à quelque monstrueux candélabre d'où ruisselaient, tout du long, des gouttes de diamants en fusion. La nuit douce s'étalait autour d'eux. Des nappes d'ombre emplissaient les feuillages. Emma, les yeux à demi clos, aspirait avec de grands soupirs le vent frais qui soufflait. Ils ne se parlaient pas, trop perdus qu'ils étaient dans l'envahissement de leurs rêveries. La tendresse des anciens jours leur revenait au coeur, abondante et silencieuse comme la rivière qui coulait, avec autant de mollesse qu'en apportait le parfum des seringas, et projetait dans leurs souvenirs des ombres plus démesurées et plus mélancoliques que celles des saules immobiles qui s'allongeaient sur l'herbe. Souvent quelque bête nocturne, hérisson ou belette, se mettant en chasse, dérangeait les feuilles, ou bien on entendait par moments une pêche mûre qui tombait toute seule de l'espalier. Ah, la belle nuit, dit Rodolphe. Nous en aurons d'autres, reprit Emma. Et, comme se parlant à elle-même, oui, il fera bon voyager. Pourquoi ai-je le coeur triste cependant? Est-ce l'appréhension de l'inconnu, l'effet des habitudes quittées,
ou plutôt non, c'est l'excès du bonheur. Que je suis faible, n'est-ce pas? Pardonne-moi. Il est encore temps, s'écria-t-il. Réfléchis, tu t'en repentiras peut-être. Jamais, fit-elle impétueusement. Et, en se rapprochant de lui, quel malheur donc peut-il me survenir? Il n'y a pas de désert, pas de précipice ni d'océan que je ne traverserais avec toi. À mesure que nous vivrons ensemble, ce sera comme une étreinte chaque jour plus serrée, plus complète. Nous n'aurons rien qui nous trouble, pas de souci, nul obstacle. Nous serons seuls, tout à nous, éternellement. Parle donc, réponds-moi. Il répondait à intervalles réguliers. Oui, oui. Elle lui avait passé les mains dans ses cheveux, et elle répétait d'une voix enfantine, malgré de grosses larmes qui coulaient. Rodolphe, Rodolphe, oh Rodolphe, cher petit Rodolphe. Minuit sonna. Minuit, dit-elle. Allons, c'est demain, encore un jour. Il se leva pour partir, et, comme si ce geste qu'il faisait eût été le signal de leur fuite, Emma, tout à coup, prenant un air gai, tu as les passeports? Oui. Tu n'oublies rien? Non. Tu en es sûre? Certainement. C'est à l'hôtel de Provence, n'est-ce pas, que tu m'attendras, à midi? Il fit un signe de tête. À demain donc, dit Emma dans une dernière caresse, et elle le regarda s'éloigner. Il ne se détournait pas. Elle courut après lui et, se penchant au bord de l'eau entre des broussailles, à demain, s'écria-t-elle. Il était déjà de l'autre côté de la rivière et marchait vite dans la prairie. Au bout de quelques minutes, Rodolphe s'arrêta, et, quand il la vit avec son vêtement blanc peu à peu s'évanouir dans l'ombre comme un fantôme, il fut pris d'un tel battement de coeur qu'il s'appuya contre un arbre pour ne pas tomber. Quel imbécile je suis, fit-il en jurant épouvantablement. N'importe, c'était une jolie maîtresse. Et, aussitôt, la beauté d'Emma, avec tous les plaisirs de cet amour, lui réapparurent. D'abord il s'attendrit, puis il se révolta contre elle. Car enfin, exclamait-il en gesticulant, je ne peux pas m'expatrier, avoir la charge d'une enfant. Il se disait ces choses pour s'affermir davantage. Et d'ailleurs, les embarras, la dépense. Ah non, non, 1000 fois non. Cela eût été trop bête. Chapitre 12. Chapitre 13 de la deuxième partie de Madame Bovary par Gustave Flaubert. À peine arrivé chez lui, Rodolphe s'assit brusquement à son bureau, sous la tête de cerf faisant trophée contre la muraille. Mais, quand il eut la plume entre les doigts, il ne sut rien trouver, si bien que, s'appuyant sur les deux coudes, il se mit à réfléchir. Emma lui semblait être reculée dans un passé lointain, comme si la résolution qu'il avait prise venait de placer entre eux, tout à coup, un immense intervalle. Afin de ressaisir quelque chose d'elle, il alla chercher dans l'armoire, au chevet de son lit, une vieille boîte à biscuits de Reims où il enfermait d'habitude ses lettres de femme, et il s'en échappa une odeur de poussière humide et de rose flétrie. D'abord il aperçut un mouchoir de poche couvert de gouttelettes pâles. C'était un mouchoir à elle, une fois qu'elle avait saigné du nez, en promenade. Il ne s'en souvenait plus. Il y avait auprès, se cognant à tous les angles, la miniature donnée par Emma. Sa toilette lui parut prétentieuse et son regard en coulisses du plus pitoyable effet. Puis, à force de considérer cette image et d'évoquer le souvenir du modèle, les traits d'Emma peu à peu se confondirent en sa mémoire, comme si la figure vivante et la figure peinte, se frottant l'une contre l'autre, se fussent réciproquement effacées. Enfin, il lut de ces lettres. Elles étaient pleines d'explications relatives à leur voyage,
courtes techniques et pressantes comme des billets d'affaires. Il voulut revoir les longues, celles d'autrefois. Pour les trouver au fond de la boîte, Rodolphe dérangea toutes les autres et machinalement il se mit à fouiller dans ce tas de papiers et de choses, y retrouvant pêle-mêle des bouquets, une jarretière, un masque noir, des épingles et des cheveux, de bruns, de blonds, quelques-uns même, s'accrochant à la ferrure de la boîte, se cassaient quand on l'ouvrait. Ainsi flânant parmi ses souvenirs, il examinait les écritures et le style des lettres, aussi variés que leurs orthographes. Elles étaient tendres ou joviales, facétieuses, mélancoliques. Il y en avait qui demandaient de l'amour et d'autres qui demandaient de l'argent. À propos d'un mot, il se rappelait des visages, de certains gestes, un son de voix. Quelquefois, pourtant, il ne se rappelait rien. En effet, ces femmes, accourant à la fois dans sa pensée, s'y gênaient les unes les autres et s'y rapetissaient, comme sous un même niveau d'amour qui les égalisait. Prenant donc à poignée les lettres confondues, il s'amusa pendant quelques minutes à les faire tomber en cascade, de sa main droite dans sa main gauche. Enfin, ennuyé, assoupi, Rodolphe alla reporter la boîte dans l'armoire en se disant: quel tas de blagues! Ce qui résumait son opinion, car les plaisirs, comme des écoliers dans la cour d'un collège, avaient tellement piétiné sur son coeur que rien de vert n'y poussait, et que ce qui passait par là, plus étourdi que les enfants, n'y laissait pas même, comme eux, son nom gravé sur la muraille. Allons, se dit-il, commençons. Il écrivit: du courage, Emma, du courage. Je ne veux pas faire le malheur de votre existence. Après tout, c'est vrai, pensa Rodolphe. J'agis dans son intérêt, je suis honnête. Avez-vous mûrement pesé votre détermination? Savez-vous l'abîme où je vous entraînais, pauvre ange? Non, n'est-ce pas? Vous alliez confiante et folle, croyant au bonheur, à l'avenir. Ah, malheureux que nous sommes, insensés! Rodolphe s'arrêta pour trouver ici quelque bonne excuse. Si je lui disais que toute ma fortune est perdue? Oh non, et d'ailleurs, cela n'empêcherait rien. Ce serait à recommencer plus tard. Est-ce qu'on peut faire entendre raison à des femmes pareilles? Il réfléchit, puis ajouta: je ne vous oublierai pas, croyez-le bien, et j'aurai continuellement pour vous un dévouement profond. Mais un jour, tôt ou tard, cette ardeur, c'est là le sort des choses humaines, se fût diminuée sans doute. Il nous serait venu des lassitudes, et qui sait même si je n'aurais pas eu l'atroce douleur d'assister à vos remords et d'y participer moi-même, puisque je les aurais causés. L'idée seule des chagrins qui vous arrivent me torture, Emma. Oubliez-moi. Pourquoi faut-il que je vous aie connue? Pourquoi étiez-vous si belle? Est-ce ma faute? Oh mon Dieu! Non, non, n'en accusez que la fatalité. Voilà un mot qui fait toujours de l'effet, se dit-il. Ah! Si vous eussiez été une de ces femmes au coeur frivole comme on en voit, certes, j'aurais pu, par égoïsme, tenter une expérience alors sans danger pour vous. Mais cette exaltation délicieuse, qui fait à la fois votre charme et votre tourment, vous a empêché de comprendre, adorable femme que vous êtes, la fausseté de notre position future. Moi non plus, je n'y avais pas réfléchi d'abord, et je me reposais à l'ombre de ce bonheur idéal comme à celle du mancenillier, sans prévoir les conséquences. Elle va peut-être croire que c'est par avarice que j'y renonce. Ah, n'importe, tant pis, il faut en finir. Le monde est cruel, Emma. Partout où nous eussions été, il nous aurait poursuivis. Il vous aurait fallu subir les questions indiscrètes, la calomnie, le dédain, l'outrage peut-être. L'outrage à vous? Oh! Et moi qui voudrais vous faire asseoir sur un trône, moi qui emporte votre pensée comme un talisman, car je me punis par l'exil de tout le mal que je vous ai fait. Je pars. Où? Je n'en sais rien, je suis fou. Adieu. Soyez toujours bonne. Conservez le souvenir du malheureux qui vous a perdue. Apprenez mon nom à votre enfant, qu'il le redise dans ses prières.
la mèche des 2 bougies tremblait. Rodolphe se leva pour aller fermer la fenêtre et, quand ils se furent assis: il me semble que c'est tout. Ah, encore ceci, de peur qu'elle ne vienne à me relancer. Je serai loin quand vous lirez ces tristes lignes, car j'ai voulu m'enfuir au plus vite afin d'éviter la tentation de vous revoir. Pas de faiblesse, je reviendrai, et peut-être que, plus tard, nous causerons ensemble très froidement de nos anciennes amours. Adieu. Et il y avait un dernier adieu séparé en 2 mots: adieu, ce qu'il jugeait d'un excellent goût. Comment vais-je signer maintenant? Se dit-il. Votre tout dévoué? Non. Votre ami? Oui, c'est cela. Votre ami. Il relut sa lettre. Elle lui parut bonne. Pauvre petite femme, pensa-t-il avec attendrissement, elle va me croire plus insensible qu'un roc. Il eût fallu quelques larmes là-dessus. Mais moi, je ne peux pas pleurer. Ce n'est pas ma faute. Alors, s'étant versé de l'eau dans un verre, Rodolphe y trempa son doigt et il laissa tomber de haut une grosse goutte qui fit une tache pâle sur l'encre. Puis, cherchant à cacheter la lettre, le cachet amor nel cor se rencontra. Cela ne va guère à la circonstance. Ah bah, n'importe. Après quoi, il fuma 3 pipes et s'alla coucher. Le lendemain, quand il fut debout, vers 2 heures environ, il avait dormi tard, Rodolphe se fit cueillir une corbeille d'abricots. Il disposa la lettre dans le fond, sous des feuilles de vigne, et ordonna tout de suite à Girard, son valet de charrue, de porter cela délicatement chez madame bovary. Il se servait de ce moyen pour correspondre avec elle, lui envoyant, selon la saison, des fruits ou du gibier. Si elle te demande de mes nouvelles, dit-il, tu répondras que je suis parti en voyage. Il faut remettre le panier à elle-même, en main propre. Va, et prends garde. Girard passa sa blouse neuve, noua son mouchoir autour des abricots, et marchant à grands pas lourds dans ses grosses galoches ferrées, prit tranquillement le chemin d'yonville. madame bovary, quand il arriva chez elle, arrangeait avec félicité, sur la table de la cuisine, un paquet de linge. Voilà, dit le valet, ce que notre maître vous envoie. Elle fut saisie d'une appréhension, et, tout en cherchant quelque monnaie dans sa poche, elle considérait le paysan d'un oeil hagard, tandis qu'il la regardait lui-même avec ébahissement, ne comprenant pas qu'un pareil cadeau pût tant émouvoir quelqu'un. Enfin, il sortit. Félicité restait. Elle n'y tenait plus, elle courut dans la salle comme pour y porter les abricots, renversa le panier, arracha les feuilles, trouva la lettre, l'ouvrit, et, comme s'il y avait eu derrière elle un effroyable incendie, emma se mit à fuir vers sa chambre, tout épouvantée. charles y était, elle l'aperçut. Il lui parla, elle n'entendit rien, et elle continua vivement à monter les marches. Haletante, éperdue, ivre, et toujours tenant cette horrible feuille de papier qui lui claquait dans les doigts comme une plaque de tôle. Au second étage, elle s'arrêta devant la porte du grenier, qui était fermée. Alors elle voulut se calmer. Elle se rappela la lettre. Il fallait la finir. Elle n'osait pas. D'ailleurs, où? Comment? On la verrait. Ah non, ici, pensa-t-elle. Je serai bien. Emma poussa la porte et entra. Les ardoises laissaient tomber d'aplomb une chaleur lourde qui lui serrait les tempes et l'étouffait. Elle se traîna jusqu'à la mansarde close, dont elle tira le verrou, et la lumière éblouissante jaillit d'un bond. En face, par-dessus les toits, la pleine campagne s'étalait à perte de vue. En bas, sous elle, la place du village était vide. Les cailloux du trottoir scintillaient, les girouettes des maisons se tenaient immobiles. Au coin de la rue, il partit d'un étage inférieur une sorte de ronflement à modulation stridente. C'était binet qui tournait. Elle s'était appuyée contre l'embrasure de la mansarde et elle relisait la lettre avec des ricanements de colère. Mais plus elle y fixait d'attention, plus ses idées se confondaient. Elle le revoyait, elle l'entendait, elle l'entourait de ses 2 bras.
et des battements de coeur qui la frappaient sous la poitrine comme à grands coups de bélier s'accéléraient l'un après l'autre à intermittences inégales. Elle jetait les yeux tout autour d'elle avec l'envie que la terre croulât. Pourquoi n'en pas finir? Qui la retenait donc? Elle était libre. Et elle s'avança, elle regarda les pavés en se disant: allons, allons. Le rayon lumineux qui montait d'en bas directement tirait vers l'abîme le poids de son corps. Il lui semblait que le sol de la place oscillant s'élevait le long des murs et que le plancher s'inclinait par le bout à la manière d'un vaisseau qui tangue. Elle se tenait tout au bord, presque suspendue, entourée d'un grand espace. Le bleu du ciel l'envahissait, l'air circulait dans sa tête creuse, elle n'avait qu'à céder, qu'à se laisser prendre. Et le ronflement du tour ne discontinuait pas, comme une voix furieuse qui l'appelait. Ma femme, ma femme, cria Charles. Elle s'arrêta. Où es-tu donc? Arrive. L'idée qu'elle venait d'échapper à la mort faillit la faire s'évanouir de terreur. Elle ferma les yeux, puis elle tressaillit au contact d'une main sur sa manche. C'était Félicité. Monsieur vous attend, madame, la soupe est servie. Et il fallut descendre. Il fallut se mettre à table. Elle essaya de manger. Les morceaux l'étouffaient. Alors elle déplia sa serviette comme pour en examiner les reprises et voulut réellement s'appliquer à ce travail, compter les fils de la toile. Tout à coup, le souvenir de la lettre lui revint. L'avait-elle donc perdue? Où la retrouver? Mais elle éprouvait une telle lassitude dans l'esprit que jamais elle ne put inventer un prétexte à sortir de table. Puis elle était devenue lâche. Elle avait peur de Charles. Il savait tout, c'était sûr. En effet, il prononça ces mots singulièrement. Nous ne sommes pas près, à ce qu'il paraît, de voir m rodolphe. Qui te l'a dit? fit-elle en tressaillant. Qui me l'a dit? répliqua-t-il un peu surpris de ce ton brusque. C'est Girard, que j'ai rencontré tout à l'heure à la porte du café français. Il est parti en voyage, ou il doit partir. Elle eut un sanglot. Quoi donc t'étonne? Il s'absente ainsi de temps à autre pour se distraire, et ma foi, je l'approuve. Quand on a de la fortune et que l'on est garçon. Du reste, il s'amuse joliment, notre ami. C'est un farceur. Monsieur Langlois m'a conté. Il se tut par convenance, à cause de la domestique qui entrait. Celle-ci replaça dans la corbeille les abricots répandus sur l'étagère. Charles, sans remarquer la rougeur de sa femme, se les fit apporter, en prit un, et mordit à même. Oh, parfait, disait-il. Tiens, goûte. Et il tendit la corbeille, qu'elle repoussa doucement. Sens donc, quelle odeur! fit-il, en la lui passant sous le nez à plusieurs reprises. J'étouffe! s'écria-t-elle en se levant d'un bond. Mais, par un effort de volonté, ce spasme disparut. Puis, ce n'est rien, dit-elle, ce n'est rien, c'est nerveux. Assieds-toi, mange. Car elle redoutait qu'on ne fût à la questionner, à la soigner, qu'on ne la quittât plus. Charles, pour obéir, s'était rassis, et il crachait dans sa main les noyaux des abricots, qu'il déposait ensuite dans son assiette. Tout à coup, un tilbury bleu passa au grand trot sur la place. Emma poussa un cri et tomba roide par terre, à la renverse. En effet, Rodolphe, après bien des réflexions, s'était décidé à partir pour Rouen. Or, comme il n'y a, de la Huchette à Buchy, pas d'autre chemin que celui d'Yonville, il lui avait fallu traverser le village, et Emma l'avait reconnu à la lueur des lanternes qui coupaient comme un éclair le crépuscule. Le pharmacien, au tumulte qui se faisait dans la maison, s'y précipita. La table, avec toutes les assiettes, était renversée. De la sauce, de la viande, les couteaux, la salière et l'huilier jonchaient l'appartement. Charles appelait au secours. Berthe, effarée, criait. Et Félicité, dont les mains tremblaient, délaçait madame, qui avait le long du corps des mouvements convulsifs. Je cours, dit l'apothicaire, chercher dans mon laboratoire un peu de vinaigre aromatique. Puis,
comme elle rouvrait les yeux en respirant le flacon. J'en étais sûr, fit-il. Cela vous réveillerait un mort. Parle-nous, disait Charles, parle-nous. Remets-toi. C'est moi, ton Charles, qui t'aime. Me reconnais-tu? Tiens, voilà ta petite fille. Embrasse-la donc. L'enfant avançait les bras vers sa mère pour se pendre à son cou. Mais, détournant la tête, Emma dit d'une voix saccadée: non, non, personne. Elle s'évanouit encore. On la porta sur son lit. Elle restait étendue, la bouche ouverte, les paupières fermées, les mains à plat, immobile et blanche comme une statue de cire. Il sortait de ses yeux 2 ruisseaux de larmes qui coulaient lentement sur l'oreiller. Charles, debout, se tenait au fond de l'alcôve, et le pharmacien, près de lui, gardait ce silence méditatif qu'il est convenable d'avoir dans les occasions sérieuses de la vie. Rassurez-vous, dit-il en lui poussant le coude, je crois que le paroxysme est passé. Oui, elle repose un peu maintenant, répondit Charles, qui la regardait dormir. Pauvre femme, la voilà retombée. Alors homais demanda comment cet accident était survenu. Charles répondit que cela l'avait saisie tout à coup, pendant qu'elle mangeait des abricots. Extraordinaire, reprit le pharmacien. Mais il se pourrait que les abricots eussent occasionné la syncope. Il y a des natures si impressionnables à l'encontre de certaines odeurs, et ce serait même une belle question à étudier, tant sous le rapport pathologique que sous le rapport physiologique. Les prêtres en connaissaient l'importance, eux qui ont toujours mêlé des aromates à leurs cérémonies. C'est pour vous stupéfier l'entendement et provoquer des extases, chose d'ailleurs facile à obtenir chez les personnes du sexe, qui sont plus délicates que les autres. On en cite qui s'évanouissent à l'odeur de la corne brûlée, du pain tendre. Prenez garde de l'éveiller, dit à voix basse Bovary. Et non seulement, continua l'apothicaire, les humains sont en butte à ces anomalies, mais encore les animaux. Ainsi, vous n'êtes pas sans savoir l'effet singulièrement aphrodisiaque que produit le nepeta cataria, vulgairement appelé herbe au chat, sur la gent féline. Et d'autre part, pour citer un exemple que je garantis authentique, Bridoux, un de mes anciens camarades, actuellement établi rue Malpalu, possède un chien qui tombe en convulsions dès qu'on lui présente une tabatière. Souvent même il en fait l'expérience devant ses amis, à son pavillon du bois Guillaume. Croirait-on qu'un simple sternutatoire pût exercer de tels ravages dans l'organisme d'un quadrupède? C'est extrêmement curieux, n'est-il pas? Oui, dit Charles qui n'écoutait pas. Cela nous prouve, reprit l'autre en souriant avec un air de suffisance bénigne, les irrégularités sans nombre du système nerveux. Pour ce qui est de madame, elle m'a toujours paru, je l'avoue, une vraie sensitive. Aussi ne vous conseillerais-je point, mon bon ami, aucun de ces prétendus remèdes qui, sous prétexte d'attaquer les symptômes, attaquent le tempérament. Non, pas de médicamentation oiseuse. Du régime, voilà tout. Des sédatifs, des émollients, des dulcifiants. Puis, ne pensez-vous pas qu'il faudrait peut-être frapper l'imagination? En quoi? Comment? dit Bovary. Ah, c'est là la question. Telle est effectivement la question. That is the question, comme je lisais dernièrement dans le journal. Mais Emma, se réveillant, s'écria: et la lettre? Et la lettre? On crut qu'elle avait le délire. Elle lut à partir de minuit. Une fièvre cérébrale s'était déclarée. Pendant 43 jours, Charles ne la quitta pas. Il abandonna tous ses malades. Il ne se couchait plus. Il était continuellement à lui tâter le pouls, à lui poser des sinapismes, des compresses d'eau froide. Il envoyait Justin jusqu'à Neufchâtel chercher de la glace. La glace se fondait en route. Il le renvoyait. Il appela m canivet en consultation. Il fit venir de Rouen le docteur Larivière, son ancien maître. Il était désespéré. Ce qui l'effrayait le plus, c'était l'abattement d'emma, car elle ne parlait pas, n'entendait rien, et même semblait ne point souffrir, comme si son corps et son âme se fussent ensemble reposés de toutes leurs agitations. Vers le milieu d'octobre, elle put se tenir assise dans son lit, avec des oreillers derrière elle.
Charles pleura quand il la vit manger sa première tartine de confiture. Les forces lui revinrent. Elle se levait quelques heures pendant l'après-midi, et, un jour qu'elle se sentait mieux, il essaya de lui faire, à son bras, un tour de promenade dans le jardin. Le sable des allées disparaissait sous les feuilles mortes. Elle marchait pas à pas, en traînant ses pantoufles, et, s'appuyant de l'épaule contre Charles, elle continuait à sourire. Ils allèrent ainsi jusqu'au fond, près de la terrasse. Elle se redressa lentement, se mit la main devant ses yeux, pour regarder. Elle regarda au loin, tout au loin. Mais il n'y avait à l'horizon que de grands feux d'herbe, qui fumaient sur les collines. « Tu vas te fatiguer, ma chérie, » dit Bovary. Et, la poussant doucement pour la faire entrer sous la tonnelle, « Assieds-toi donc sur ce banc, tu seras bien. »« Oh non, pas là, pas là !» fit-elle d'une voix défaillante. Elle eut un étourdissement, et, dès le soir, sa maladie recommença, avec une allure plus incertaine, il est vrai, et des caractères plus complexes. Tantôt elle souffrait au coeur, puis dans la poitrine, dans le cerveau, dans les membres. Il lui survint des vomissements où Charles crut apercevoir les premiers symptômes d'un cancer. Et le pauvre garçon, par là-dessus, avait des inquiétudes d'argent. Fin du chapitre 13 de la deuxième partie. Enregistré par Nadine Ekert-Boulet à Copenhague en juillet 2012. Chapitre 14 de la deuxième partie de Madame Bovary par Gustave Flaubert. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. D'abord, il ne savait comment faire pour dédommager M. Homais de tous les médicaments pris chez lui. Et, quoiqu'il eût pu, comme médecin, ne pas les payer, néanmoins il rougissait un peu de cette obligation. Puis la dépense du ménage, à présent que la cuisinière était maîtresse, devenait effrayante. Les notes pleuvaient dans la maison, les fournisseurs murmuraient, m lheureux surtout le harcelait. En effet, au plus fort de la maladie d'Emma, celui-ci, profitant de la circonstance pour exagérer sa facture, avait vite apporté le manteau, le sac de nuit, 2 caisses au lieu d'une, quantité d'autres choses encore. Charles eut beau dire qu'il n'en avait pas besoin, le marchand répondit arrogamment qu'on lui avait commandé tous ces articles et qu'il ne les reprendrait pas. D'ailleurs, ce serait contrarier madame dans sa convalescence. Monsieur réfléchirait. Bref, il était résolu à le poursuivre en justice plutôt que d'abandonner ses droits et que d'emporter ses marchandises. Charles ordonna par la suite de les renvoyer à son magasin. Félicité oublia. Il avait d'autres soucis. On n'y pensa plus. M lheureux revint à la charge et, tour à tour menaçant et gémissant, manoeuvra de telle façon que Bovary finit par souscrire un billet à 6 mois d'échéance. Mais à peine eut-il signé ce billet qu'une idée audacieuse lui surgit, c'était d'emprunter 1000 francs à m lheureux. Donc il demanda, d'un air embarrassé, s'il n'y avait pas moyen de les avoir, ajoutant que ce serait pour 1 an et au taux que l'on voudrait. Lheureux courut à sa boutique, en rapporta les écus et dicta un autre billet, par lequel Bovary déclarait devoir payer à son ordre, le 1er septembre prochain, la somme de 1070 francs. Ce qui, avec les 180 déjà stipulés, faisait juste 1250. Ainsi, prêtant à 6%, augmenté d'1/4 de commission, et les fournitures lui rapportant un bon tiers pour le moins, cela devait, en 12 mois, donner 130 francs de bénéfice. Et il espérait que l'affaire ne s'arrêterait pas là, qu'on ne pourrait payer les billets, qu'on les renouvellerait, et que son pauvre argent, s'étant nourri chez le médecin comme dans une maison de santé, lui reviendrait, un jour, considérablement plus dodu et gros à faire craquer le sac. Tout, d'ailleurs, lui réussissait. Il était adjudicataire d'une fourniture de cidre pour l'hôpital de Neufchâtel. M. Guillaumin lui promettait des actions dans les tourbières de Grumesnil, et il rêvait d'établir un nouveau service de diligence entre Argueil et Rouen, qui ne tarderait pas, sans doute, à ruiner la guimbarde du Lion d'Or, et qui,
marchant plus vite étant à prix plus bas et portant plus de bagages lui mettrait ainsi dans les mains tout le commerce d'yonville charles se demanda plusieurs fois par quels moyens l'année prochaine pouvoir rembourser tant d'argent et il cherchait imaginait des expédients comme de recourir à son père ou de vendre quelque chose mais son père serait sourd et il n'avait lui rien à vendre alors il découvrait de tels embarras qu'il écartait vite de sa conscience un sujet de méditation aussi désagréable il se reprochait d'en oublier emma comme si toutes ses pensées appartenant à cette femme c'eût été lui dérober quelque chose que de n'y pas continuellement réfléchir l'hiver fut rude la convalescence de madame fut longue quand il faisait beau on la poussait dans son fauteuil auprès de la fenêtre celle qui regardait la place car elle avait maintenant le jardin en antipathie et la persienne de ce côté restait constamment fermée elle voulut que l'on vendît le cheval ce qu'elle aimait autrefois à présent lui déplaisait toutes ses idées paraissaient se borner aux soins d'elle-même elle restait dans son lit à faire de petites collations sonnait sa domestique pour s'informer de ses tisanes ou pour causer avec elle cependant la neige sur le toit des halles jetait dans la chambre un reflet blanc immobile ensuite ce fut la pluie qui tombait et emma quotidiennement attendait avec une sorte d'anxiété l'infaillible retour d'événements minimes qui pourtant ne lui importaient guère le plus considérable était le soir l'arrivée de l'hirondelle alors l'aubergiste criait et d'autres voix répondaient tandis que le falot d'hippolyte qui cherchait des coffres sur la bâche faisait comme une étoile dans l'obscurité à midi charles rentrait ensuite il sortait puis elle prenait un bouillon et vers 5 heures à la tombée du jour les enfants qui s'en revenaient de la classe traînant leurs sabots sur le trottoir frappaient tous avec leurs règles la cliquette des auvents les uns après les autres c'était à cette heure-là que m bournisien venait la voir il s'enquérait de sa santé lui apportait des nouvelles et l'exhortait à la religion dans un petit bavardage câlin qui ne manquait pas d'agrément la vue seule de sa soutane la réconfortait un jour qu'au plus fort de sa maladie elle s'était crue agonisante elle avait demandé la communion et à mesure que l'on faisait dans sa chambre les préparatifs pour le sacrement que l'on disposait en autel la commode encombrée de sirops et que félicité semait par terre des fleurs de dahlia emma sentait quelque chose de fort passant sur elle qui la débarrassait de ses douleurs de toute perception de tout sentiment sa chair allégée ne pesait plus une autre vie commençait il lui sembla que son être montant vers dieu allait s'anéantir dans cet amour comme un encens allumé qui se dissipe en vapeur on aspergea d'eau bénite les draps du lit le prêtre retira du saint-ciboire la blanche hostie et ce fut en défaillant d'une joie céleste qu'elle avança les lèvres pour accepter le corps du sauveur qui se présentait les rideaux de son alcôve se gonflaient mollement autour d'elle en façon de nuée et les 2 rayons des 2 cierges brûlant sur la commode lui parurent être des gloires éblouissantes alors elle laissa retomber sa tête croyant entendre dans les espaces le chant des harpes séraphiques et apercevoir en un ciel d'azur sur un trône d'or au milieu des saints tenant des palmes vertes dieu le père tout éclatant de majesté et qui d'un signe faisait descendre vers la terre des anges aux ailes de flamme pour l'emporter dans leurs bras cette vision splendide demeura dans sa mémoire comme la chose la plus belle qu'il fût possible de rêver si bien qu'à présent elle s'efforçait d'en ressaisir la sensation qui continuait cependant mais d'une manière moins exclusive et avec une douceur aussi profonde son âme courbatue d'orgueil se reposait enfin dans l'humilité chrétienne et savourant le plaisir d'être faible emma contemplait en elle-même la destruction de sa volonté qui devait faire aux envahissements de la grâce une large entrée
il existait donc à la place du bonheur des félicités plus grandes, un autre amour au-dessus de tous les amours, sans intermittence ni fin, et qui s'accroîtrait éternellement. Elle entrevit, parmi les illusions de son espoir, un état de pureté flottant au-dessus de la terre, se confondant avec le ciel, et où elle aspira d'être. Elle voulut devenir une sainte. Elle acheta des chapelets, elle porta des amulettes, elle souhaitait avoir dans sa chambre, au chevet de sa couche, un reliquaire enchâssé d'émeraudes pour le baiser tous les soirs. Le curé s'émerveillait de ces dispositions, bien que la religion d'emma, trouvait-il, pût, à force de ferveur, finir par friser l'hérésie et même l'extravagance. Mais, n'étant pas très versé dans ces matières sitôt qu'elles dépassaient une certaine mesure, il écrivit à m boulard, libraire de monseigneur, de lui envoyer quelque chose de fameux pour une personne du sexe qui était pleine d'esprit. Le libraire, avec autant d'indifférence que s'il eût expédié de la quincaillerie à des nègres, vous emballa pêle-mêle tout ce qui avait cours pour lors dans le négoce des livres pieux. C'étaient de petits manuels par demandes et par réponses, des pamphlets d'un ton rogue dans la manière de m de maistre, et des espèces de romans à cartonnage rose et à style douceâtre, fabriqués par des séminaristes troubadours ou des bas bleus repentis. Il y avait le pensez-y bien, l'homme du monde aux pieds de marie, par m de, décoré de plusieurs ordres, des erreurs de voltaire, à l'usage des jeunes gens, etc. madame bovary n'avait pas encore l'intelligence assez nette pour s'appliquer sérieusement à n'importe quoi. D'ailleurs, elle entreprit ces lectures avec trop de précipitation. Elle s'irrita contre les prescriptions du culte, l'arrogance des écrits polémiques lui déplut par leur acharnement à poursuivre des gens qu'elle ne connaissait pas, et les contes profanes relevés de religion lui parurent écrits dans une telle ignorance du monde qu'ils l'écartèrent insensiblement des vérités dont elle attendait la preuve. Elle persista pourtant, et, lorsque le volume lui tombait des mains, elle se croyait prise par la plus fine mélancolie catholique qu'une âme éthérée pût concevoir. Quant au souvenir de rodolphe, elle l'avait descendu tout au fond de son coeur, et il restait là, plus solennel et plus immobile qu'une momie de roi dans un souterrain. Une exhalaison s'échappait de ce grand amour embaumé et qui, passant à travers tout, parfumait de tendresse l'atmosphère d'immaculation où elle voulait vivre. Quand elle se mettait à genoux sur son prie-dieu gothique, elle adressait au seigneur les mêmes paroles de suavité qu'elle murmurait jadis à son amant dans les épanchements de l'adultère. C'était pour faire venir la croyance. Mais aucune délectation ne descendait des cieux, et elle se relevait, les membres fatigués, avec le sentiment vague d'une immense duperie. Cette recherche, pensait-elle, n'était qu'un mérite de plus, et dans l'orgueil de sa dévotion, emma se comparait à ces grandes dames d'autrefois dont elle avait rêvé la gloire sur un portrait de la vallière et qui, traînant avec tant de majesté la queue chamarrée de leurs longues robes, se retiraient en des solitudes pour y répandre aux pieds du Christ toutes les larmes d'un coeur que l'existence blessait. Alors elle se livra à des charités excessives. Elle cousait des habits pour les pauvres, elle envoyait du bois aux femmes en couches. Et charles, un jour en rentrant, trouva dans la cuisine 3 vauriens attablés qui mangeaient un potage. Elle fit revenir à la maison sa petite-fille, que son mari, durant sa maladie, avait renvoyée chez la nourrice. Elle voulut lui apprendre à lire. Berthe avait beau pleurer, elle ne s'irritait plus. C'était un parti pris de résignation, une indulgence universelle. Son langage, à propos de tout, était plein d'expressions idéales. Elle disait à son enfant: ta colique est-elle passée, mon ange? madame bovary mère ne trouvait rien à blâmer, sauf peut-être cette manie de tricoter des camisoles pour les orphelins au lieu de raccommoder ses torchons. Mais, harassée de querelles domestiques,
la bonne femme se plaisait en cette maison tranquille et même elle y demeura jusques après Pâques afin d'éviter les sarcasmes du père bovary qui ne manquait pas tous les vendredis saints de se commander une andouille outre la compagnie de sa belle-mère qui la raffermissait un peu par sa rectitude de jugement et ses façons graves, emma presque tous les jours avait encore d'autres sociétés c'était mme langlois mme caron mme dubreuil mme tuvache et régulièrement de 2 à 5 heures l'excellente mme homais qui n'avait jamais voulu croire celle-là à aucun des cancans que l'on débitait sur sa voisine les petits homais aussi venaient la voir justin les accompagnait il montait avec eux dans la chambre et il restait debout près de la porte immobile sans parler souvent même madame bovary n'y prenant garde se mettait à sa toilette elle commençait par retirer son peigne en secouant sa tête d'un mouvement brusque et quand il aperçut la première fois cette chevelure entière qui descendait jusqu'aux jarrets en déroulant ses anneaux noirs ce fut pour lui le pauvre enfant comme l'entrée subite dans quelque chose d'extraordinaire et de nouveau dont la splendeur l'effraya emma sans doute ne remarquait pas ces empressements silencieux ni ces timidités elle ne se doutait point que l'amour disparu de sa vie palpitait là près d'elle sous cette chemise de grosse toile dans ce coeur d'adolescent ouvert aux émanations de sa beauté du reste elle enveloppait tout maintenant d'une telle indifférence elle avait des paroles si affectueuses et des regards si hautains des façons si diverses que l'on ne distinguait plus l'égoïsme de la charité ni la corruption de la vertu un soir par exemple elle s'emporta contre sa domestique qui lui demandait à sortir et balbutiait en cherchant un prétexte puis tout à coup tu l'aimes donc dit-elle et sans attendre la réponse de félicité qui rougissait elle ajouta d'un air triste allons cours-y amuse-toi elle fit au commencement du printemps bouleverser le jardin d'un bout à l'autre malgré les observations de bovary il fut heureux cependant de lui voir enfin manifester une volonté quelconque elle en témoigna davantage à mesure qu'elle se rétablissait d'abord elle trouva moyen d'expulser la mère rolet la nourrice qui avait pris l'habitude pendant sa convalescence de venir trop souvent à la cuisine avec ses 2 nourrissons et son pensionnaire plus endenté qu'un cannibale puis elle se dégagea de la famille homais congédia successivement toutes les autres visites et même fréquenta l'église avec moins d'assiduité à la grande approbation de l'apothicaire qui lui dit alors amicalement vous donniez un peu dans la calotte m bournisien comme autrefois survenait tous les jours en sortant du catéchisme il préférait rester dehors à prendre l'air au milieu du bocage il appelait ainsi la tonnelle c'était l'heure où charles rentrait ils avaient chaud on apportait du cidre doux et ils buvaient ensemble au complet rétablissement de madame binet se trouvait là c'est-à-dire un peu plus bas contre le mur de la terrasse à pêcher des écrevisses bovary l'invitait à se rafraîchir et ils s'entendaient parfaitement à déboucher les cruchons il faut disait-il en promenant autour de lui et jusqu'aux extrémités du paysage un regard satisfait tenir ainsi la bouteille d'aplomb sur la table et après que les ficelles sont coupées pousser le liège à petits coups doucement doucement comme on fait d'ailleurs à l'eau de seltz dans les restaurants mais le cidre pendant sa démonstration souvent leur jaillissait en plein visage et alors l'ecclésiastique avec un rire opaque ne manquait jamais cette plaisanterie sa bonté saute aux yeux il était brave homme en effet et même un jour ne fut point scandalisé du pharmacien qui conseillait à charles pour distraire madame de la mener au théâtre de rouen voir l'illustre ténor lagardy homais s'étonnant de ce silence voulut savoir son opinion et le prêtre déclara qu'il regardait la musique comme moins dangereuse pour les moeurs que la littérature
mais le pharmacien prit la défense des lettres. Le théâtre, prétendait-il, servait à fronder les préjugés et sous le masque du plaisir enseignait la vertu. Castigat ridendo mores, monsieur bournisien. Ainsi, regardez la plupart des tragédies de Voltaire. Elles sont semées habilement de réflexions philosophiques qui en font pour le peuple une véritable école de morale et de diplomatie. Moi, dit Binet, j'ai vu autrefois une pièce intitulée Le gamin de Paris, où l'on remarque le caractère d'un vieux général qui est vraiment tapé. Il rembarre un fils de famille qui avait séduit une ouvrière qui à la fin certainement continuait homais, il y a la mauvaise littérature comme il y a la mauvaise pharmacie, mais condamner en bloc le plus important des beaux-arts me paraît une balourdise, une idée gothique, digne de ces temps abominables où l'on enfermait Galilée. Je sais bien, objecta le curé, qu'il existe de bons ouvrages, de bons auteurs. Cependant, ne serait-ce que ces personnes de sexes différents réunies dans un appartement enchanteur, orné de pompes mondaines, et puis ces déguisements païens, ce fard, ces flambeaux, ces voix efféminées, tout cela doit finir par engendrer un certain libertinage d'esprit et vous donner des pensées déshonnêtes, des tentations impures. Telle est du moins l'opinion de tous les pères. Enfin, ajouta-t-il en prenant subitement un ton de voix mystique, tandis qu'il roulait sur son pouce une prise de tabac, si l'église a condamné les spectacles, c'est qu'elle avait raison. Il faut nous soumettre à ses décrets. Pourquoi, demanda l'apothicaire, excommunie t elle les comédiens? Car autrefois ils concouraient ouvertement aux cérémonies du culte. Oui, on jouait, on représentait au milieu du chœur des espèces de farces appelées mystères, dans lesquelles les lois de la décence souvent se trouvaient offensées. L'ecclésiastique se contenta de pousser un gémissement, et le pharmacien poursuivit. C'est comme dans la Bible, il y a, savez-vous, plus d'un détail piquant, des choses vraiment gaillardes. Et, sur un geste d'irritation que faisait m bournisien, ah, vous conviendrez que ce n'est pas un livre à mettre entre les mains d'une jeune personne, et je serais fâché qu'Athalie mais ce sont les protestants et non pas nous s'écria l'autre impatienté qui recommandent la bible n'importe dit homais je m'étonne que de nos jours en un siècle de lumière on s'obstine encore à proscrire un délassement intellectuel qui est inoffensif moralisant et même hygiénique parfois n'est-ce pas docteur sans doute répondit le médecin nonchalamment soit que ayant les mêmes idées il voulût n'offenser personne ou bien qu'il n'eût pas d'idées la conversation semblait finie quand le pharmacien jugea convenable de pousser une dernière botte j'en ai connu des prêtres qui s'habillaient en bourgeois pour aller voir gigoter des danseuses allons donc fit le curé ah j'en ai connu et séparant les syllabes de sa phrase homais répéta j'en ai connu eh bien ils avaient tort dit bournisien résigné à tout entendre parbleu ils en font bien d'autres s'exclama l'apothicaire monsieur reprit l'ecclésiastique avec des yeux si farouches que le pharmacien en fut intimidé je veux seulement dire répliqua-t-il alors d'un ton moins brutal que la tolérance est le plus sûr moyen d'attirer les âmes à la religion c'est vrai concéda le bonhomme en se rasseyant sur sa chaise mais il n'y resta que 2 minutes puis dès qu'il fut parti m homais dit au médecin voilà ce qui s'appelle une prise de bec je l'ai roulé vous avez vu d'une manière enfin croyez-moi conduisez madame au spectacle ne serait-ce que pour faire une fois dans votre vie enrager un de ces corbeaux là saperlotte si quelqu'un pouvait me remplacer je vous accompagnerais moi-même dépêchez-vous la gardie ne donnera qu'une seule représentation il est engagé en angleterre à des appointements considérables c'est à ce qu'on assure un fameux lapin il roule sur l'or il mène avec lui 3 maîtresses et son cuisinier tous ces grands artistes brûlent la chandelle par les 2 bouts il leur faut une existence dévergondée qui excite un peu l'imagination mais ils meurent à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas eu l'esprit étant jeunes de faire des économies
allons bon appétit à demain. Cette idée de spectacle germa vite dans la tête de bovary, car aussitôt il en fit part à sa femme, qui refusa tout d'abord, alléguant la fatigue, le dérangement, la dépense. Mais par extraordinaire, Charles ne céda pas, tant il jugeait cette récréation lui devoir être profitable. Il n'y voyait aucun empêchement. Sa mère leur avait expédié 300 francs sur lesquels ils ne comptaient plus, les dettes courantes n'avaient rien d'énorme, et l'échéance des billets à payer au sieur lheureux était encore si longue qu'il n'y fallait pas songer. D'ailleurs, imaginant qu'elle y mettait de la délicatesse, Charles insista davantage, si bien qu'elle finit, à force d'obsession, par se décider. Et le lendemain, à 8 heures, ils s'emballèrent dans l'hirondelle. L'apothicaire, que rien ne retenait à Yonville, mais qui se croyait contraint de n'en pas bouger, soupira en les voyant partir. Allons, bon voyage, leur dit-il, heureux mortels que vous êtes. Puis, s'adressant à Emma, qui portait une robe de soie bleue à 4 falbalas, je vous trouve jolie comme un amour. Vous allez faire florès à Rouen. La diligence descendait à l'hôtel de la Croix-Rouge, sur la place Beauvoisine. C'était une de ces auberges comme il y en a dans tous les faubourgs de province, avec de grandes écuries et de petites chambres à coucher, où l'on voit au milieu de la cour des poules picorant l'avoine sous les cabriolets crottés des commis voyageurs. Bons vieux gîtes à balcons de bois vermoulu qui craquent au vent dans les nuits d'hiver, continuellement pleins de monde, de vacarme et de mangeaille, dont les tables noires sont poissées par les glorias, les vitres épaisses jaunies par les mouches, les serviettes humides tachées par le vin bleu, et qui, sentant toujours le village, comme des valets de ferme habillés en bourgeois, ont un café sur la rue et du côté de la campagne un jardin à légumes. Charles immédiatement se mit en course. Il confondit l'avant-scène avec les galeries, le parquet avec les loges, demanda des explications, ne les comprit pas, fut renvoyé du contrôleur au directeur, revint à l'auberge, retourna au bureau, et, plusieurs fois ainsi, arpenta toute la longueur de la ville, depuis le théâtre jusqu'au boulevard. Madame s'acheta un chapeau, des gants, un bouquet. Monsieur craignait beaucoup de manquer le commencement. Et, sans avoir eu le temps d'avaler un bouillon, ils se présentèrent devant les portes du théâtre, qui étaient encore fermées. Chapitre XIV.